Bonjour, ça va bien? Alors il me faut une zapette, parce que j'ai un support vidéo et je n'ai pas la télécommande. Et donc quoi, on a tous des ratés. Alors, on va commencer comme ça, je vais faire des signes et ça va apparaître. Je vais raconter une histoire qui commence pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. À l'époque, les Britanniques bombardent les lignes allemandes avec leurs avions et les Allemands prennent ça plutôt mal. Ce qui fait qu'ils vont répondre en canardant les avions. Et comme la guerre, c'est pas très rigolo, à peu près 50% des avions sont abattus, sont perdus, disparaissent. Et ceux qui restent arrivent à bon port, plus ou moins endommagés. Donc les Anglais, qui aimeraient bien garder un peu d'avions en vie et des pilotes avec, engagent des scientifiques en disant trouvez-nous une solution, on aimerait bien que ça se passe mieux. Et donc il faudrait blinder les avions pour que les avions soient plus solides. Mais un avion entièrement blindé, merci infiniment. Un avion entièrement blindé, ça s'appelle un char d'assaut, ça vole très mal. Il y en a qui ont essayé. Et donc il faut trouver les bons endroits à blinder. Donc on fait des études, donc les chercheurs regardent les avions rescapés et comment ça marche. Et donc on a des zones comme ça qui sont très touchées, d'autres qui le sont moins. Et l'état-major, sur la base de ces données, décide de blinder les zones rouges. Voilà, c'est une décision parfaitement logique, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord avec ça. Eh bien, Bramwell n'était pas d'accord avec ça. Il leur a dit, écoutez, si vous voulez blinder ces zones-là, en fait, vous oubliez de prendre en compte 50% des avions, ceux qui ne sont pas revenus, en fait. Parce que ce que nous donne comme information ces zones rouges, c'est les zones où l'avion peut être touché, endommagé gravement et rentrer quand même. Donc il faut blinder ailleurs. C'est con, c'est intuitif, mais c'est hyper important. Donc ça, c'est le biais du survivant. C'est quand on oublie de prendre en compte ceux qui sont morts. Par exemple, un motard ou un soldat qui rentre sans sa tête, c'est rare. Donc l'équipement le plus important en sécurité, c'est le casque. Et ça, c'est les morts qui nous le disent. C'est les morts qui ont plus de tête qui nous disent la tête, il faut qu'on blinde la tête, quoi. Donc le biais du survivant, c'est ça dont je vais vous parler, c'est le biais qui consiste à oublier les données invisibles, les données des morts, et à ne considérer que ce qu'on voit. Et le problème des conférences TED, c'est peut-être ça. Ça, je viens plomber l'ambiance ce soir. Parce qu'on a tous des informations sur le monde, mais ce qu'on sait du monde est assez limité. On a accès à une petite fraction, c'est des informations qui sont disponibles, et on pourrait savoir beaucoup de choses, en fait. On pourrait savoir tout ça, mais on sait que la petite portion qui est blanche. Et donc, on sait bien que ce n'est pas suffisant, on sait que c'est limité, mais on veut quand même avoir une opinion, on veut pouvoir prendre des décisions, et on veut faire des choix. Et donc on le fait quand même. Des fois, on devrait se retenir, mais on n'y arrive pas. Pire, parfois, on est obligé de prendre des décisions, de voter, etc. Et on le fait sur la base d'informations qui sont incomplètes, et on oublie qu'elles sont incomplètes, ce qui fait qu'on ne retient pas ce qu'il y a autour. Et donc, on va combler les trous avec des inférences personnelles, donc quels sont mes intérêts, quels sont mes choix personnels, quels sont mes goûts, mes habitudes. Et donc on va remplir nos décisions avec une explication parfaitement rationnelle, mais fausse, fictive, parce qu'on remplit les trous. Et donc le but du survivant, c'est de se baser sur ce qu'on voit et d'oublier qu'on n'a pas accès au reste. Mais le problème qui se pose, c'est que, peut-être que vous êtes déjà au courant, je suppose, les fake news, ça existe. Alors je vais vous choquer, tout ce qu'on entend n'est pas vrai. Parfois, il y a de la publicité, il y a des propagandes dans tous les pays, il y a des pseudosciences sur toutes les chaînes, il y a du bullshit, ça veut dire conneries ou balivernes, il y a des purs mensonges, et il ne faut pas les croire. Ok ? Malheureusement, on est au courant que votre voisine ou votre tante Simone ou votre petit cousin, il les croit, malheureusement. Et donc comment on fait quand on est abreuvé tous les jours de produits cognitifs avariés? Eh ben, on va avoir tendance à en croire une fraction. Alors plus on en entend, plus on va en croire, parce que c'est mathématique. Et le problème, c'est que jusque dans cette salle, je vous regarde, je vous vois très bien, jusque dans la salle des gens qui regardent via Internet ou sur leur écran, il y a des croyances fausses. On a tous ici des croyances fausses, même ici, avant moi ou même pendant que je vous parle, il y a des gens qui disent des choses avec des croyances fausses. Et comment est-ce qu'on sait que c'est faux ou que c'est pas faux? Il faut avoir notre étiquette. Donc, je vous renvoie vers ce qu'ont dit les gens avant, parce qu'ils étaient très très bien, et ils vous ont armé pour être critiques, mais voilà. Il est possible qu'on croie des choses fausses, et c'est quand même bien dommage. Mais alors ça, c'est déjà une information relativement délicate, mais j'ai même pire à vous dire, c'est qu'à côté des fake news,
Il y a un truc que vous ne connaissez peut-être pas, c'est les mute news. Donc mute, ça veut dire silencieux, muet. C'est les choses vraies que vous ne savez pas, que vous n'entendez pas, que vous ne cherchez pas. Vous ne les entendrez jamais. Donc il y a plein de trucs absolument vrais que vous n'avez aucune chance de croire parce que vous n'êtes pas exposé à ces choses-là. Donc d'un côté, on a les choses fausses qui prennent beaucoup de place. En face, on a les choses vraies qu'on ne cherche pas parce qu'on n'est pas très motivé à chercher les choses vraies. Parce que c'est coûteux. Et donc, vous venez ici, regardez, c'est là, on reconnaît. Vous venez ici, vous payez votre place pour écouter des gens, vous avez un panel de conférenciers, et vous vous dites, qui est-ce qu'on vient écouter? C'est pas n'importe qui vient parler, à part moi, je veux dire. C'est des gens qui sont là, à qui on donne la parole, parce qu'on estime qu'ils ont un truc intéressant à dire. Donc, on ne va pas aller interroger le clodo du coin, la personne qui a raté sa vie, c'est triste, c'est comme ça, on ne le fait pas. On va s'intéresser à des gens intéressants. Et donc, qui fait ça? Les organisateurs, qui sont adorables, ils sont là-bas, coucou. Mais ils ont leurs biais personnels, ils ont leurs opinions, ils ont leurs croyances. Peut-être qu'ils ont leurs défauts à eux. Je suppose que ça doit arriver. Et donc, comment est-ce qu'ils font un choix? Ils font un choix qui va être... ils vont prendre des gens qui sont les... C'est pas les éléments crachés, c'est les survivants. Les gens qui ont la parole sur cette scène, c'est une infime fraction et on n'a pas accès à ce que disent les gens qui ne sont pas sur la scène. Donc peut-être que vous avez des trucs intéressants à dire, mais le micro, c'est moi qui l'ai. Donc c'est moi qui parle. Et donc à partir de là, qu'est-ce que je peux vous raconter? Oui, la devise des conférences TED, c'est des idées qui valent la peine d'être diffusées. En gros, c'est ce qui est intéressant. Qui décide de ça? Je viens de vous dire, c'est les gens qui invitent les gens. Une idée intéressante, elle n'est pas forcément vraie. Ce qui est intéressant, ça n'est pas toujours utile pour comprendre le monde. Donc ce qui est intéressant, c'est ce qui est intéressant. Bien avancé. Et donc on entend régulièrement dans le format conférence TED, un peu moins ce soir, mais ça arrive fréquemment, des gens qui vont vous parler de trucs qui sont à la mode, subversifs, choquants, amusants. Donc il y avait plein de moyens de trouver un truc intéressant. Donc voilà, quels sont les filtres qu'on utilise pour choisir les sujets? Et certes, c'est intéressant, mais est-ce que ça vaut le coup d'être diffusé? Ça se discute et je n'ai pas la réponse. Désolé, on fait ce qu'on peut. Donc, le problème qu'on a, c'est que la persistance des croyances réfutées, et on vous en a parlé tout à l'heure, on a tous des croyances qui sont fausses et on les garde, on y tient pour plein de raisons, et en particulier pour la raison qu'on ne veut pas savoir à quel point on est ignorant des choses. On ne veut pas savoir qu'on sait que ça. On veut croire qu'on sait les choses. On ne veut pas être incertain parce que c'est pas confortable. Et du coup, on va se flatter de croire des choses, on va écouter des gens qui nous racontent des histoires. Et dans ce type de format, on adore les histoires de réussite. On va venir nous raconter que Bill Gates, il est super parce qu'il a fait ça et ça, ou alors Elon Musk, ou Steve Jobs. Et donc, cherchez bien, il y a plein de conférences TED où on vous raconte la vie de ces gens-là, ou d'autres qui ont réussi, où eux viennent carrément vous parler de leur vie. Mais est-ce que les gens qui réussissent sont experts de leur réussite personnelle? Est-ce qu'ils savent pourquoi ils ont réussi? Je ne sais pas non plus, parce que je n'ai pas la réponse à tout. En tout cas, eux et ceux qui viennent vous parler des réussites des autres, ils vous livrent des récits motivants, stimulants, édifiants, inspirants. Il manque un mot qui est moins à la mode, c'est pertinent. Pas toujours pertinent ce qu'on entend, hein. Parce que au final, c'est des gens qui viennent vous parler de réussite, d'obstacles qu'on a surmontés, on se réalise soi-même, vous voyez. Et donc, en gros, on vous parle de réussite. Et de motivation, mais une phrase importante, alors 100% des cadavres qui jalonnent le mont Everest ont autrefois été des gens extrêmement motivés. La différence entre le mec qui meurt là-haut et celui qui revient, c'est pas qu'il était moins motivé. Il y a autre chose qui a joué. La chance, le hasard, l'organisation, mais être motivé, c'est jamais suffisant. Et on vous dit, Bill Gates, il était très motivé. C'est pas ça qui explique pourquoi il a réussi. Et donc on a des récits intéressants. Et c'est super intéressant, mais est-ce qu'on apprend quelque chose de ça? Donc on vous parle de réussite, et on sait tous en vrai, même si cherchez bien au fond de vous, on sait bien qu'on apprend beaucoup plus de nos échecs. La preuve en image, c'est écrit plus gros. Hein. On apprend beaucoup plus parce que quand on réussit tout le temps, peut-être qu'on n'a pas trouvé quel est l'élément important pour réussir. Mais quand on échoue, on cherche ce qui a raté. Vous voyez, et on trouve ce qu'on a raté, et là, on a appris un truc. Donc, à force de donner la parole à ceux qui réussissent leur vie et qui vous disent « En fait, c'est facile, il suffit de le vouloir, tu vois, c'est pas compliqué. » Et quand on n'écoute pas le mec qui est à côté, qui a raté,
qui dit « moi j'en ai bavé et j'en voulais aussi, j'étais aussi motivé que les autres », on croit que motivé c'est suffisant. Donc grosse erreur. Mais on aime bien ces récits-là pour diverses raisons, à cause du biais du survivant, mais pas uniquement, à cause aussi du biais qu'on appelle d'internalité l'erreur fondamentale d'attribution. Épisode 9 de la tronche en biais, allez voir, abonnez-vous. C'est le fait qu'on veut que nos succès soient explicables par nos qualités personnelles. C'est parce que je suis moi et que j'ai les bonnes qualités que je réussis, et du coup en face, les échecs, c'est à cause des autres. Et si je veux croire cela, j'ai besoin d'écouter ceux qui réussissent pour faire comme eux. Parce que eux, grâce à leur qualité et à leur démarche, ils ont réussi. Et donc ce biais-là, il est extrêmement pervers parce que d'une part, je néglige de m'intéresser aux échecs, je crois que mes qualités personnelles vont me permettre de réussir, et donc je vais blâmer ceux qui réussissent pas, parce que c'est leur faute. Mais si on regarde quels sont les vrais critères qui déterminent si on va réussir sa vie, si on sera riche ou pauvre en fait. Alors je vais vous dire un truc qu'on ne vous dit jamais en conférence TED, le travail, la motivation, c'est vachement bien, hein. Soyez motivés, travaillez bien. Mais en réalité, c'est qui sont vos parents? Quelle langue vous parlez? Quelle école vous fréquentez? Quels sont vos amis? Quels sont les réseaux que vous avez autour de vous? Et quelles sont les opportunités que vous avez la chance d'avoir? Le hasard. C'est ça qui détermine en gros vos réussites ou vos échecs. Et ça, vous n'y pouvez rien. Donc quand je vous dis ça, je vous dépossède de votre pouvoir à décider de votre vie. Et donc je suis le méchant de l'histoire, hein. Je suis désolé, c'est comme ça. Et donc, on est très motivé à ne pas croire ce que je vous dis, donc on est très motivé à aller écouter ce que vont dire les autres. Du coup, moi, on ne m'écoute pas, mais là, on m'invite, donc je le parle. Merci beaucoup pour l'invitation. Conclusion, méfiez-vous de vous-même, méfiez-vous de nous-mêmes, méfiez-vous du format TED Talk, TED Conférence, qui va vous brosser dans le sens du poil. Méfiez-vous de moi, évidemment, parce que je ne suis personne et je n'ai pas d'autorité pour vous dire de qui vous méfiez. Et faites attention au fait qu'il suffirait de vous poser la question et de ralentir vos inférences pour vous demander mais est-ce que ce que je crois est vrai ou faux? Parce qu'être intelligent, ça va avoir un gros moteur dans le bolide, vous voyez, et être rationnel, ça va avoir un bon frein. Si vous freinez jamais, vous irez dans le mur. Et si vous avez un gros bolide, vous allez taper fort dans le mur. Donc on peut être hyper intelligent et hyper biaisé, donc méfiez-vous des gens intelligents plus que les autres, parce que quand ils se plantent plus fort. Et comme on est ici entre gens de bonne compagnie, intelligents, éduqués, etc., méfiez-vous de vous. Hein. Je pense que vous êtes les personnes les plus dangereuses dans cette pièce, parce que vous êtes les seuls. Voilà. Merci beaucoup.